Bonjour à toutes et à tous. Comment faire passer la prévention en santé de l'innovation au terrain? Comment une innovation émerge? Comment elle est accompagnée? Comment elle est testée sur le terrain? Et comment enfin elle peut passer à l'échelle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. Khadija Ben Mansour, vous êtes cofondatrice de COR. Chara Louafi, vous êtes directrice du pôle patient autonome et prévention numérique à BPI France. Et Johanna Molina, vous êtes directrice innovation et partenariat France chez Vivalto Santé. Bonjour à toutes les trois et bienvenue sur le plateau de la French Care. Alors la prévention est en effet un enjeu stratégique pour la soutenabilité du système de soins français. Les solutions, c'est une bonne nouvelle, les solutions digitales sont nombreuses, mais le vrai défi, c'est de réussir à les intégrer dans les usages, dans les parcours, dans les organisations et dans les modèles économiques. Chara Louafi, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui un axe stratégique à BPI France, ce sujet de la prévention et de l'innovation sur la prévention? En fait, c'est un chemin naturel. L'empreinte de BPI France est historiquement sur le curatif. Donc, on est sur l'ensemble des secteurs en fait, qui composent le système de santé, avec beaucoup d'efforts sur la productivité de ces acteurs-là, et donc finalement en fait, du système de santé lui-même. Et naturellement, en fait, la prévention vient renforcer en fait cette soutenabilité du système de santé, puisque l'objectif, en fait, c'est de générer de la dépense évitable. Donc, les deux ensemble, donc le monde du curatif et la prévention, en ayant des actions en fait sur ces deux volets, et de manière, on va dire, synergique, ça vient en fait aider à un système de santé plus soutenable. Côté entreprise, j'aimerais que Khadija Ben Mansour, que vous nous disiez un mot de COR et puis de finalement à quels besoins vous répondez grâce à cette solution en matière de prévention. Oui, merci beaucoup. Ouais, tu es totalement aligné avec ce que tu dis, Chara. Il y a un vrai besoin en prévention. Il y a de manière générale une dépense en prévention dans la santé publique européenne de manière générale qui est très faible, alors qu'on sait que ça marche. À l'échelle européenne, il y a 1 million de décès par an qui pourraient être évitables. Ce qui manque, c'est l'infrastructure de santé préventive pour le faire de manière personnalisée, de manière efficace et le faire à grande échelle. C'est ça qu'on construit avec COR, dans l'idée qu'on peut démocratiser l'accès à la santé proactive, à la santé préventive, mais qu'il faut le faire avec les bons outils technologiques, à la fois pour contribuer aux objectifs de santé publique, mais aussi à la souveraineté numérique européenne sur des sujets de santé qui sont extrêmement importants. Et alors, qu'est-ce que vous développez avec COR et quels besoins vous ciblez finalement? Oui, avec COR, on développe la plateforme de santé proactive de nouvelle génération qui permet à chacun de mieux comprendre sa santé, d'agir sur sa santé et de la suivre dans le temps. Donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir une vision transverse et longitudinale de chacun des points de données de sa santé pour en avoir une compréhension globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder séparément la santé mentale, la santé cardiovasculaire, la santé digestive, mais vraiment relier entre eux tous ces signaux faibles pour comprendre les risques systémiques. Et on le déploie à grande échelle en B2B, c'est-à-dire via les entreprises et via les assureurs, parce que ça répond à des besoins business très pressants pour eux et que ça nous permet, nous, d'atteindre une base d'utilisateurs très rapidement à l'échelle. Vous parliez d'un manque d'infrastructures. Johanna Molina, avec Vivalto Santé, comment est-ce que vous repérez? On a dit que les innovations étaient très nombreuses. Comment est-ce que vous les repérez? Et puis, qu'est-ce que vous voyez émerger du terrain? Quel besoin surgit? Oui, alors chez Vivalto Santé, qui est le 3e groupe de cliniques privées en France, qui existe depuis 17 ans, on fait de l'innovation depuis 12, donc c'est quelque chose de très ancré chez nous. La prévention est un fer de lance très important, puisque notre raison d'être, qu'on est entreprise à mission, c'est d'accompagner le patient tout au long de sa vie, donc c'est au-delà du curatif, et ça inclut évidemment le préventif. L'innovation, c'est quelque chose qui est très professionnalisé chez nous. On a un management de l'innovation avec 4 axes stratégiques dans lesquels on vient déverser ce que l'on voit sur l'écosystème, tant en pipeline de start-up ou en partenariat, qui vont nous aider à structurer aussi toute cette démarche et qui vont nous aider à aller à la rencontre finalement des startups et des opportunités qu'il y a sur le marché. Donc ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est qu'on va venir cartographier l'ensemble des enjeux
de nos professionnels sur le terrain. On a 52 cliniques en France, on en a le double à l'international. Cette cartographie va nous aider finalement à mettre en lien les enjeux et les besoins non couverts des praticiens avec ce que l'on voit sur le terrain. Toute innovation est bonne tant qu'elle est adoptée et mesurée. Donc c'est vraiment cette étape clé qui va être très importante. Des partenariats clés sur la prévention, c'est avec la BPI sur l'accélérateur prévention et le fonds qui est accolé et qui nous permettent du coup d'être et en visu de ce qui se passe sur la prévention et accompagnateur de cette promotion. Et donc Corps en est l'exemple puisqu'on est en POC, donc en expérimentation, qui est déjà très opérationnelle, même ça déploiement opérationnel maintenant, pour une dizaine de centres, puisqu'on adresse la question de la prévention. Alors, il y a énormément de facettes et de manières de l'adresser, mais une des manières de l'adresser, c'est le check-up prévention qui a été mis en place chez Vivalto Santé pour les salariés d'entreprise. Et c'est un bilan digital, donc un bilan clinique qui peut être physique, mais aussi un premier pas digital avec Corps. Et comment est-ce que vous avez ciblé Corps? Comment est-ce que vous l'avez intégré? Parce que finalement, c'est ce qu'on disait, comment dans le foisonnement se repérer et donner la place à certaines de ces solutions digitales d'aller jusqu'aux utilisateurs. Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on a découvert Corps en amont de la promotion de BPI. Mais ce qui est important et ce qui est très fort dans l'écosystème, et d'où l'importance de lier des partenariats et d'être très au fait de ce qui ressort de l'écosystème, c'est que plus on va voir passer ces startups, plus elles vont être dans l'écosystème, plus on va les voir par les tables rondes, gagner des prix et être soutenues par l'environnement, plus elles vont être crédibles et dérisquées. Alors, c'est un mot qui n'est pas très français, mais en tout cas, mais qui est important dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là et qui va aider l'ensemble des entreprises et des utilisateurs à se dire c'est cette pépite-là qui va remonter. Donc Corps, en fait, on l'avait vu au gré de benchmark, ce qu'on fait habituellement quand on a un cas d'usage qui ressort pour nos praticiens, nos patients ou dans l'écosystème et qu'on se dit il faut l'adresser, comment on va benchmarker. Et c'est à ça que servent aussi nos POC, donc nos preuves de concept sur le terrain. On a des critères d'évaluation en amont de toute expérimentation qui vont venir nous aider à évaluer si la solution répond bien à notre cas d'usage. Si c'est le cas, on va aller un peu plus loin. On a toute une gouvernance, je vous le disais, avec notre process de prévention et de management qui va nous aider finalement à avancer et à monter, à déployer chez nous, puisque on est terrain de jeu et pour nos partenaires, quels qu'ils soient partenaires écosystème ou entreprises. Khadija, ça a été difficile de convaincre Vivalto d'aller jusqu'à cette preuve de concept avec eux? Ça a été difficile dans une certaine mesure parce qu'il y a encore une perception, je pense, assez biaisée de ce qu'on appelle le check-up digital, qui est en partie ce que fait Corps, avec l'idée de se dire si c'est un check-up digital, c'est bas de gamme. Parce que habituellement, ce qu'on voit dans le marché, c'est des questionnaires digitaux très simples sur lesquels finalement on n'arrive pas à dégager vraiment de valeur pour l'utilisateur. La conviction de Vivalto, c'était de se dire on ne met en place ce genre d'outil que si on arrive à démontrer une valeur dans la perception par l'utilisateur et un impact sur la santé, puisque c'est avant tout un groupe clinique. Donc on a dû démontrer ça et on est très fiers d'avoir pu le démontrer, très fiers d'avoir pu montrer qu'on était très bons sur ces deux volets-là. Mais une fois que ça a été fait, on est hyper heureux de la qualité de l'accompagnement qu'on peut avoir avec des partenaires de si grande échelle, de si grande taille, qui nous permettent de déployer sur des grands volumes des solutions qu'on a construites en amont. On comprend l'importance de ces partenariats. Chara Louafi, j'ai un peu l'impression que tout le monde est convaincu qu'il faut faire de la prévention, que finalement on en parle beaucoup. Vous disiez finalement 17 ans et puis depuis 12 ans on en fait. Mais ça reste pas suffisant, ça reste pas généralisé. Alors quels sont les freins que vous avez identifiés et que rencontrent ces entreprises qui portent des solutions comme Corps d'innovation en prévention? Alors ça dépend pour qui. Si on se place au point de vue, on va dire, de l'État, on est sur des temps longs en fait. Et c'est pour ça en fait que les entreprises doivent absolument en fait, dans le cadre du développement de leurs innovations, en fait, faire des preuves sur le long terme de l'efficacité de leurs solutions. Ça leur sera demandé à un moment donné. Mais il y a un besoin de la part d'acteurs pour tout de suite, notamment les entreprises. Donc il faut pouvoir jongler avec ces deux mondes, préparer l'avenir parce que c'est le sens de l'histoire, et donc se mettre en fait, anticiper un petit peu en fait ce que vont demander en fait les acteurs étatiques, les régulateurs, et on peut en fait
s'inspirer de ce qui a été demandé, typiquement dans la télésurveillance ou bien dans le digital therapeutics. En fait, il n'y aura pas de révolution en termes de référentiel. Et donc, du coup, il faut pouvoir se préparer à l'avenir, séquestrer aussi sa data, parce qu'elle sera demandée à un moment donné dans des CRO qui sont, on va dire, très professionnels. Faire donc, du coup, des études d'efficacité dans ce sens pour pouvoir, en fait, se préparer. Mais ce qui est certain, c'est là où il faut faire un petit peu attention, c'est que l'entreprise, en fait, c'est vrai que c'est en fait une étape qui est extrêmement importante pour les solutions de prévention, parce que d'une part, ça permet d'avoir un modèle économique tout de suite immédiat, mais en plus de ça, des données en fait de vie réelle qui sont essentielles pour pouvoir en fait contextualiser l'utilisation de la solution. Elle sera demandée un jour par les régulateurs pour renforcer le dossier, mais là où il faut faire attention, c'est que ça concerne une partie de la population. Ce qui est essentiel, c'est de pouvoir en fait faire une démonstration sur la population générale. Et donc, c'est à l'entreprise de pouvoir en fait, du coup, de trouver des stratégies pour sortir des murs de l'entreprise et aller non pas en fait sur une population qui est active avec une mutuelle, mais autre, puisque la prévention par essence, c'est de la non-exclusion. Donc, et c'est essentiel pour avoir un impact populationnel. Du coup, et ça permettra d'autant plus en fait de prouver l'efficacité de sa solution, parce qu'on ne peut pas la prouver sur un terrain restreint. Et il faut évidemment un impact sur les coûts de santé. Donc, plus il y a un nombre d'utilisateurs, plus en fait l'efficacité se fait ressentir sur les coûts de santé. Sinon, en fait, voilà. Donc, on a tous ces pièces du puzzle qu'il faut mettre en place et anticiper, et pour préparer l'avenir. J'ai l'impression, à vous entendre parler, que finalement, on en demande beaucoup aux entreprises. Parce que, alors voilà, il faut qu'elles fassent la preuve de leur solution, il faut qu'elles s'adressent à la population en général, il faut qu'elles aient un impact sur les coûts. Vous êtes accompagné, j'entends, mais comment est-ce que ça donne envie d'y aller finalement quand on a ce tableau-là ? Oui, c'est vrai qu'on nous demande de courir sur un pont qu'on construit en même temps. Donc c'est vrai que simultanément, il faut construire une expérience utilisateur, construire un protocole scientifique, faire une preuve d'impact, embarquer des entreprises, embarquer des utilisateurs. Ça en demande énormément et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui s'y adressent. Là où quand on réussit à bien le faire, ça nous ouvre le potentiel d'un impact qui est gigantesque. En fait, il y a un besoin qui est énorme, qui est aujourd'hui peu adressé parce que ces freins à l'entrée font peur. Tout l'enjeu, c'est de réussir à le faire de manière efficace et structurée. L'avènement de ces nouvelles technologies d'IA nous aide à le faire de manière beaucoup plus forte, dans un cadre régulatoire qui, lui, doit être important quand même. On a par exemple le marquage européen de dispositifs médicaux qui nous contraint à une certaine rigueur dans le protocole médical qui est inclus dans nos dispositifs numériques, mais aussi de la réglementation autour de la donnée de santé pour être sûr qu'elle soit stockée de manière sécurisée et confidentielle. C'est tout un tas de contraintes qui s'additionnent les unes avec les autres, qui sont très compliquées à dépasser, mais qui font aussi une opportunité énorme pour nous, puisque c'est des barrières à l'entrée significatives qui protègent notre marché. Une fois qu'on a franchi ces barrières-là, on a la possibilité d'explorer ce qu'on appelle un white space qui est significatif. Quelle a été l'étape la plus difficile ou la contrainte la plus dure à lever finalement dans votre parcours, dans votre expérience pour Core ? Aujourd'hui, disons que nous, on a vu un shift du marché assez significatif sur les 2 dernières années. La question essentielle qui nous était posée jusqu'à il y a 2 ans, c'était une question héroïste. C'est de se dire quel est le retour sur investissement immédiat que je vais avoir en tant qu'assureur ou en tant qu'entreprise quand j'offre ces bilans de santé à mes salariés. Aujourd'hui, la réponse à cette question, elle est compliquée. Parce que la démonstration de l'impact se fait sur le temps long, et donc on ne peut pas imaginer avoir un ROI immédiat calculable tout de suite. Là où il y a eu un shift assez significatif, c'est que maintenant la question devient plutôt celle de la question de la valeur perçue. En tant qu'utilisateur, que je sois l'utilisateur salarié d'une entreprise qui m'offre ce service-là, ou bénéficiaire d'une assurance santé collective ou individuelle, ou même d'autres types d'assurances, est-ce que je perçois la valeur d'avoir un tel outil qui me permet de comprendre ma santé, de la suivre, etc. Si ça fonctionne, ne serait-ce qu'en termes de valeur perçue et donc d'attractivité
que ce soit d'attractivité de la marque employeur ou d'attractivité de l'offre d'un assureur, alors la personne qui le finance a gagné. Et donc la question de pourquoi le financer d'un point de vue économique, elle a shifté et ça crée un momentum qui est extrêmement porteur aujourd'hui. Johanna Molina, ça m'intéresse parce que vous parliez tout à l'heure de dérisquer. Vous apportez cette notion de ROI. Comment est-ce que vous allez appréhender ces sujets chez Vivalto? Alors, on a effectivement le sujet héroïste, comme tu l'évoquais, le sujet de KPI in fine qui sont abordés même en amont de l'expérimentation, parce qu'il faut savoir ce qu'on va aller chercher pour expérimenter efficacement. Mais c'est là toute la contradiction de l'innovation finalement. Et l'innovation, aujourd'hui, on en parle sur la prévention. Ça a été exactement la même chose sur le digital au tout début. Et on voit qu'on est encore en train de lever des obstacles sur la télésurveillance, sur les DTX, où on va vers le remboursement, on va vers le côté réglementaire très cadré. Mais voilà, c'est... Je dirais pas balbutiant pour certains sujets, mais quand même, il y a eu le premier DTX remboursé il y a quelques semaines. Donc finalement, on est déjà passé par là, même si la prévention demande, je pense, un travail de fond sur le business model qui n'existe pas. Et c'est là où tout l'intérêt du montage de cette démarche de la part de la BPI, qui est finalement très risqué, mais qui fait partie de l'innovation. Il faut avoir beaucoup de résilience pour y aller en se disant on ne sait pas où on va, mais on sait qu'il faut y aller. Je reboucle aussi sur le coin de la souveraineté, c'est que l'histoire se répète un peu, on va se faire dépasser, on se fait déjà dépasser par quelques modèles européens aux US, donc il faut y aller, et ça on en est persuadé. Mais effectivement, l'innovation, c'est une prise de risque. Et c'est aussi un levier stratégique pour les entreprises. Il faut y aller parce qu'on sait que c'est la force des choses. C'est le sens de l'histoire, comme tu le disais, Chara. Et il y a une demande très forte du grand public sur le côté de cette prévention. Donc nous, on a cette démarche héroïste. On a cette démarche KPI parce que finalement, il y a derrière un enjeu financier. Il faut se le dire. Il faut que les praticiens, les patients et les entreprises qui mettent ça en place s'y retrouvent. Et le premier vecteur sont les entreprises parce que c'est pour l'instant les seuls qui payent. Il faut être aussi très transparent là-dessus. Mais c'est eux qui vont être les catalyseurs pour faire rentrer la prévention sur le marché. Et nous, en tant qu'établissement de soins, on est aussi terrain de jeu, donc aussi catalyseur pour dire on va expérimenter ensemble parce que ces KPI, et comme l'évoquait Char et Radija, ce sont des choses qui se dévoilent pendant les expérimentations et qui vont aider à venir consolider la proposition de valeur et ensuite les études pour le côté économique et réglementaire. Vous parliez des entreprises et finalement, c'est une question que j'ai en vous entendant depuis quelque temps. Comment est-ce qu'on va adresser des populations, vous parliez d'importance de cibler la population en général, des populations qui ne sont pas en entreprise, des populations qui ne sont pas salariées, puisque c'est dans les entreprises que sont d'abord déployées ces solutions novatrices. Oui, en effet, c'est un super point. La question du financement, c'est la question centrale. L'approche par l'entreprise est une approche 100% pragmatique. C'est pas de se dire que les salariés ont besoin de plus de prévention que la population générale. Aujourd'hui, nous, on travaille avec un grand nombre de groupes assureurs qui, eux, vont proposer corps dans le cadre de leurs assurances santé collectives à destination des entreprises, mais aussi dans les produits d'assurance individuelle, ce qui permet de toucher de proche en proche les travailleurs non salariés, les retraités, les ayants droit, des personnes qui sont dans des assurances collectives. L'idée, c'est vraiment de faire ça de proche en proche pour pouvoir démontrer, comme le disait Chara, en conditions réelles, dans la vie réelle, cette preuve d'impact qui ouvrirait la voie ensuite à une démocratisation en population générale, comme dans le cas que tu mentionnais, Johanna. Mais en effet, c'est une approche très pragmatique de se dire faisons la preuve d'impact avec des acteurs payeurs privés qui ont un intérêt direct à ce que ça fonctionne tout de suite pour démontrer ensuite l'impact à grande échelle. Chara Louafi, on voit tous les enjeux, toutes les contraintes, et finalement, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on arrive à, surtout en tant qu'opérateur comme BPI France, comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces innovations et puis à structurer toute cette filière de la prévention? On est obligé de passer par le collectif. C'est pas un acteur qui fera l'ensemble des problématiques, qui résoudra en fait l'ensemble des problématiques, mais c'est toute une chaîne. Et c'est vrai que travailler avec un groupe comme Vivalto, avec des mutuelles, avec aussi des groupes qui sont en région en fait, et des collectivités locales, il faut en fait des acteurs qui peuvent aider en fait à scaler de manière à craquer le modèle. En fait, nous, on reste des financeurs, mais quand on voit en fait une organisation autour de l'innovation pour vraiment aider
répandre la solution sur l'ensemble du territoire, en fait, c'est la bonne approche. Ça se fera à plusieurs. Est-ce qu'il faut aussi une vision politique pour porter cette collaboration? Bien sûr. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une stratégie, on va dire, politique qui soit partagée avec le terrain. Elle est en train de se mettre en place, mais en fait, c'est là la force du terrain pour pouvoir, du coup, proposer la meilleure, on va dire, solution pour enrichir, on va dire, la stratégie politique. C'est du top-down et du bottom-up qui fera que... et donc, nous, on a une responsabilité face à ça. Bon, on est en 2026, donc il y a une professionnalisation aussi du métier et puis de la connaissance, en fait, des sujets de santé numérique avec tous les référentiels, etc., etc. En fait, il y a quand même c'est un métier qui est régulé, même si, en fait, aujourd'hui, la prévention ne l'est pas. Mais on prépare du coup le terrain à ça. Et en fait, le fait de pouvoir anticiper à plusieurs ce que sera les attentes de la politique publique, c'est quand même en fait un gage de succès. Et puis aussi de partager en fait cette connaissance avec la CNAM, avec la HAS, etc. De manière en fait à pouvoir proposer la solution la plus crédible, la plus structurée, afin qu'il n'y ait pas de gâchis, en fait. On parle de beaucoup d'argent, de beaucoup d'efforts, de beaucoup, on va dire, d'engagement aussi d'entreprise. Il faut, en fait, pour que ça soit un cercle vertueux et puis une vraie dynamique positive, du coup, il faut pouvoir d'abord se parler, travailler ensemble, et puis sélectionner, en fait, la solution la plus crédible et, en fait, la porter jusqu'au bout. Parce que le chemin sera long, mais c'est le sens de l'histoire. Notamment celles qui ont dépassé tous les freins qu'on a évoqués. Une dernière question qui ne sera pas la même des deux côtés de la table. J'ai envie de vous dire, quelle est, mesdames, Johanna et Chara, la condition clé, la condition principale pour qu'une solution en prévention passe de l'innovation au terrain? Et puis vous, Radija, quel est finalement le conseil que vous avez envie de donner à une entreprise qui serait porteur d'une innovation en prévention, au vu du parcours que vous avez déjà traversé? Commencez si vous voulez, puis je vous laisserai finir sur les conditions clés. Je pense que l'apprentissage principal que nous, on a eu depuis quelques années, c'est qu'il n'y a pas de raccourci quand on parle de santé et quand on parle de prévention. En fait, il y a des passages obligatoires par lesquels on doit passer, qui demandent un investissement considérable, que ce soit sur des questions de rigueur des protocoles médicaux, que ce soit sur des questions de sécurité et de confidentialité de la donnée, sur des questions d'expérience utilisateur, parce qu'on a beaucoup parlé du financeur, mais une fois même que c'est financé, il faut que ce soit mis entre les mains de l'utilisateur et qu'il y ait de l'adoption de ces outils-là. Il ne suffit pas de dire faites-le pour que les gens le fassent. Preuve en est les taux d'adhérence aux recommandations de dépistage, par exemple. Donc, il n'y a pas de raccourci à prendre de ce point de vue-là, mais qu'effectivement, c'est un chemin qui est long et compliqué, mais c'est un chemin qui en vaut la peine parce qu'il y a tout un marché à équiper et il y a un impact significatif à avoir en termes de mortalité. Et soyons fiers de porter des nouvelles technologies qui vont faire rayonner la France, l'Europe, sur des sujets aussi importants que la santé. Merci. Et donc, sur les conditions clés, alors moi, je reste personnellement persuadée que le citoyen a envie, en fait, on va dire, d'avoir accès à des solutions de prévention. Bref, il y a pas mal de sujets, on va dire, un peu délicats dans les familles. Et donc, du coup, pouvoir prévenir, en fait, voilà, je vois pas de blocage côté citoyen. Maintenant, en fait, pour que tout se passe dans le bon sens, je pense que le dirigeant d'entreprise doit avoir en fait cette conscience des étapes à franchir. Il faut qu'il soit conscient de ça. Enfin, c'est ça. Voilà, c'est plutôt du côté, on va dire, du côté, on va dire plutôt. Alors, je ne sais pas comment on peut utiliser le terme, mais une espèce de conscience, une espèce de responsabilité, il faut qu'il monte vraiment en compétence sur plein de sujets. C'est un millefeuille de problématiques
plus que dans le curatif, dans la santé numérique curatif. Et donc, du coup, voilà, il faut qu'ils montent en compétence sur tous ces sujets. Et nous, en fait, c'est notre point de vigilance. Est-ce qu'il a conscience, en fait, des enjeux, des impacts, de ce qu'on va lui demander, mais pas aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans. Vous posez ces Voilà. questions. Ouais. L'objectif, c'est pas d'être le premier dans une expérimentation en entreprise. L'enjeu, c'est de durer et d'avoir un vrai impact transformationnel. Et pour ça, il faut pouvoir analyser dans la granularité, en fait, les enjeux. Voilà. Merci. Johanna? Alors, je vous rejoins toutes les deux. J'aurais 2 points. Un point de fond, finalement, alors sur lequel on a peut-être un peu moins de prise, mais auquel on participe très fortement toutes les 3. C'est le changement de fond du système de soins. Et je pense que tout le monde dans les institutions est d'accord pour dire qu'il faut opérer ce shift entre le curatif et le préventif, que on est encore un peu loin et que ce changement d'attitude, d'acculturation, de culture, mais aussi finalement d'opération, très très franchement, on le voit chez Livalto Santé, on a des cliniques en Espagne, ça fait 25 ans qu'elles ont un modèle qui s'appelle la PPP, qui est un modèle public-privé avec une médecine populationnelle où il y a un financement adressé à un territoire, un financement fini, et donc forcément, ça déporte le soin vers le préventif, parce que le curatif va coûter plus cher si les gens tombent malades. Donc, il y a vraiment ce changement de vision qu'il faut opérer, auquel toutes ces initiatives, comme tu le disais, ces millefeuilles d'initiatives vont participer et vont pousser. Et donc, c'est cet effort collectif qui va vraiment pousser du côté plus politique. Et le deuxième, c'est la preuve par l'impact, et par l'exercice que l'on fait ensemble. Et c'est tous finalement ces expérimentations, ces ROI, à pousser des startups qui vont de plus en plus prendre de terrain. C'est toujours comme ça, le marché est très morcelé au début, puis se concentre. On l'a vu maintes fois sur beaucoup de verticales. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger, comme tu le disais, des champions français, européens, à être souverains et à les pousser finalement, et que les gens, le grand public, se rendre compte de ce que veut dire la prévention et ce que ça peut leur apporter, in fine, alors pas seulement aux premiers privilégiés, mais finalement à tous ceux qui opèrent autour. Merci beaucoup à toutes les 3 pour votre participation à cette table ronde sur la prévention en santé et comment aller de l'innovation au terrain. Merci.